Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Richard Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Et avant tout, je tiens à vous remercier de cette acceptation et de plusieurs acceptations dans le passé aussi, d'alimenter cette émission avec des idées, avec des propositions, avec des analyses. En vérité, vous faites partie des gens qui sont bien aimés par rapport à leur franc-parler, mais aussi par rapport à leurs analyses. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Richard Michel, journaliste, ancien PDG de la chaîne parlementaire française LCP, c'est un fin connaisseur, donc il ne faut pas l'oublier, sur tout ce qui est en relation avec le monde arabe et notamment le Moyen-Orient, mais aussi c'est un fin connaisseur par rapport à la politique nationale. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons aujourd'hui s'entretenir avec M. Richard Michel au sujet de cette fameuse loi, la loi dite du séparatisme. M. Richard Michel, bienvenue dans cette émission. J'espère que nous arriverons à la fin de cette émission de aider surtout à notre auditoire et notamment l'auditoire musulman de comprendre un petit peu les enjeux de cette loi. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. C'est toujours un plaisir de partager un peu de temps avec vous. Voilà. Comme vous le savez, M. Richard Michel, il y a cette fameuse loi qui a suscité énormément de discussions, parfois de critiques, d'incompréhension, mais l'actualité aussi oblige avec ce que nous avons vécu récemment, bien entendu les attentats qui ont secoué la France. Comment vous expliquez, dans un premier temps, ce retard du président de la République pour entreprendre ce gros dossier, ce fameux chantier de l'islam de France? Écoutez, tout d'abord, je crois que pour clarifier un peu les choses, moi je n'appelle pas ce projet de loi un projet de loi contre le séparatisme. C'est davantage, on parlera du séparatisme tout à l'heure si vous le souhaitez, mais pour l'instant c'est un projet de loi qui tend à renforcer la loi de 1905, de la renforcer en prenant acte de toute une série d'éléments qui sont liés à l'actualité à la fois nationale mais aussi à l'actualité étrangère, parce que la loi de 1905 c'est une loi historique, c'est une loi profonde, on y reviendra. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, de la, comment dire, de saisir les circonstances actuelles pour en faire une nouvelle loi. C'est une loi qui va être, je dirais, renforcée tout simplement, adaptée à toute une série d'éléments sur lesquels on reviendra. Donc je pense que le président de la République n'a pas pris trop de retard parce qu'il se repose sur la loi de 1905. Maintenant, il est clair, et toute une série d'événements nous l'indiquent, il va falloir effectivement l'adapter et on va en reparler. Écoutez, la loi 1905, puisqu'on on parle, donc cette loi est faite avant cette arrivée massive des musulmans sur le territoire français. Et comme tout le monde le sait, cette loi, c'est une loi qui n'est pas tombée du ciel, c'est aussi un combat, c'est des va-et-vient, et aussi cette décision définitive de séparer l'Église à l'État et de créer cette liberté du culte dans un cadre républicain, dans un cadre de la loi. Mais par contre, le souci qui se pose, c'est que les musulmans sont montés dans un train qui est déjà en route, qui s'appelle la loi 1905. Sauf que cette loi 1905 a été faite pour d'autres religions. Ce n'est pas la religion musulmane. Alors le souci qui se pose, on ne sait pas, nous, musulmans, dans un premier temps, si ce train roule au charbon ou à l'électricité, déjà, parce qu'il y a une méconnaissance, je parle à l'échelle globale de la communauté musulmane, mis à part quelques intellectuels ou des gens de la religion qui le savent, il y a une réelle méconnaissance de cette loi 1905. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, si vous le permettez, comment vous voyez cette absence, bien sûr, de prise en charge de l'État pour expliquer à la communauté musulmane de quoi il s'agit, notamment cette loi 1905? Alors, dans un premier temps, je crois que si vous voulez, il faut, moi je fais toujours appel, je dirais, à un esprit de nuance et aussi à un langage de vérité. Et comme je le dis souvent,
j'ai quelquefois de bonnes lectures et récemment je lisais des poèmes d'un grand poète arabe né en Irak en 1915, hein, donc ça date, hein, qui s'appelait Al-Mutanabi, hein, ça veut dire c'est celui qui se prétend prophète, et qui nous disait quel usage fait-on de ses yeux, hein, c'est un peu, en tout cas je vous le cite, hein, c'est un des passages de ce poème, quel usage fait-on de ses yeux en ce monde si le regard confond les clartés et les ombres. Je pense que si vous voulez qu'on avance et qu'on franchisse, je dirais, un chemin tranquillement avec vos auditeurs sur les questions de la laïcité, il faut bien voir que cette loi, si vous voulez, elle a des racines très profondes. Ces racines très profondes, si vous voulez, viennent déjà de la révolution de 1789. Il y a 5 dates qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'esprit de la loi de 1905. C'est pas une loi ordinaire, on va y revenir. C'est pas une loi, de circonstances par rapport à l'Église catholique. C'est bien plus profond. En 1789, déjà, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit, je cite, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Déjà, si vous voulez, en 1789, nous expliquions, enfin les gens qui ont fait cette déclaration des droits de l'homme expliquaient qu'il s'agissait avant tout de signifier qu'il fallait garder une sorte d'absolue liberté de conscience et une relative liberté de culte. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a eu la loi de 1905. Sur la loi de 1905, il y a les 2 premiers articles de la loi qui sont importants. Ça veut dire que la République assure la liberté de conscience et elle garantit l'exercice des cultes. Encore une fois, si vous voulez, l'exercice des cultes des croyants est accordé, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a eu, si vous voulez, après 1958, avec la 5e République et la constitution de la 5e République sous Charles de Gaulle, où déjà là aussi, on répétait, la France est une république indivisible et laïque, déjà. Et puis ensuite, il y a eu des lois, peut-être plus de circonstances, comme la loi de 2004, la loi sur le port des signes ou tenues pour lesquelles les élèves manifestaient ostensiblement une appartenance religieuse, qui a été mise en route en 2004 par le Parlement, et pour dire qu'on ne pouvait pas, dans le cadre de l'école, affirmer son appartenance religieuse pour quelque religion que ce soit, et pas seulement pour les musulmans, mais pour tout le monde, que ce soit pour les catholiques, les protestants, ou les juifs, ou les bouddhistes, ou les musulmans. Donc si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que la loi de 1905 sur la laïcité, c'est vrai que c'est une séparation juridique avec ce qu'on appelait avant le pouvoir du monarque, c'est-à-dire du roi, le roi ayant ce pouvoir je dirais par le fait qu'il relevait du pouvoir divin, c'est-à-dire de l'Église catholique de Rome. Voilà. Et donc là, c'est une séparation juridique, cette loi, qui fait que le pouvoir revient aux hommes, aux êtres humains, et pas à une divinité quelle qu'elle soit royale ou autre. Voilà. Donc cette loi, elle est faite sur un principe à valeur constitutionnelle. Et ça, c'est important. Donc c'est une loi pour moi de liberté. Il faut que nos compatriotes de confession musulmane comprennent très très bien ça. C'est une loi de liberté qui permet effectivement de croire ou de ne pas croire. Voilà. Et puis ensuite, la question, c'est que cette loi, elle se fait dans un cadre donné, je dirais réglementaire, que tout le monde doit respecter. Voilà, c'est ça la loi de 1905. C'est pas une nouvelle religion, la laïcité. C'est une loi simplement à caractère juridique qui permet à tout le monde de vivre sa foi comme il l'entend ou de ne pas vivre sa foi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un réel problème de communication, bien entendu, peut-être à travers les médias, peut-être à travers les canaux institutionnels de l'État pour que les musulmans, les nouveaux arrivés, et notamment, vous vous rappelez cette vague des regroupements familiales, donc qui a connu la France, il n'y avait pas ce suivi. Je n'essaie pas de faire un procès politique, mais j'essaie de clarifier un petit peu la position de ces musulmans qui ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà. Alors, écoutez, moi je vois 2 raisons à cela. 2 raisons. Il y a une première raison intrinsèque à la religion musulmane, à l'islam.
dirais, et depuis la mort du prophète Mahomet, qui est construite sur des bases, je dirais, théologiques et théoriques, qui font que cette croyance, elle s'inscrit et elle est dédiée, je dirais, à un Dieu. Point. C'est comme ça. Les catholiques, quelque part comme les juifs, d'ailleurs, c'est pratiquement un peu de la même manière que les choses sont constituées. Sauf que, si vous voulez, il y a eu, il faut le savoir, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, mais en Europe, notamment, en Europe, moins effectivement dans le monde arabe, mais on y reviendra, parce qu'il y a eu un moment où dans le monde arabe, je dirais, certains esprits, mais ça ne veut pas dire que ça a été l'islam des Lumières, comme certains le disent, mais certains esprits, je dirais, ont critiqué, ont remis en question une série de choses, et surtout une lecture un peu nouvelle, et une lecture interprétative de l'islam différente, etc. Il y a eu des grands penseurs et des grands philosophes musulmans à l'époque du Moyen-Âge, et puis après, qui ont porté un regard, je dirais, nouveau, critique, etc. Bon, ils n'ont pas toujours été entendus, hein, notamment la religion fondée par des théologiens propres qu'on appelle wahhabites, hein, notamment installés en Arabie Saoudite, ce qui avant même l'existence en 1932, la reconstitution du royaume d'Arabie Saoudite. Donc, il y a eu des interprétations qui sont liées. Et donc, ça interroge l'islam, ça interroge cette religion, ça interroge les croyants musulmans. Ça, c'est clair. L'autre chose qui est importante et qu'on ne peut pas nier, parce que si on parle le langage de vérité, c'est que depuis, on va dire, les années 80, à peu près, en tout cas en France, mais un peu avant, depuis la révolution iranienne notamment, si vous voulez, le religieux est redevenu, comment dire, une norme, y compris dans les pays arabes, parce que les nationalistes arabes, souvenez-vous, bon, c'est l'époque de Nasser, etc. Donc il y a les conflits entre la religion musulmane, et c'est pas sur la laïcité qu'il y a eu des conflits au démarrage. Hein. Depuis le début du siècle, depuis le 19e siècle, les conflits, c'était entre arabes, entre musulmans. Vous aviez des écoles différentes, etc. Il y a eu la création, donc en 2020, en 1920, pardon, des frères musulmans en Égypte, etc. Leur façon de voir a été une manière de voir et de s'affronter. Et je veux dire, le résultat des confrontations était assez quand même terrible. C'est par dizaines de milliers de morts qu'on a compté tout ça. Donc le problème, l'islam, si vous voulez, a été aussi confronté à tout cela. Et pas simplement en question de laïcité. Alors aujourd'hui en France, vous avez un phénomène qui fait que jusqu'ici, on va dire dans les années 80, avec les différentes périodes d'immigration qui sont arrivées en France, notamment du Maghreb, vous avez eu, si vous voulez, une façon de vivre, les familles de confession musulmane ont vécu leur foi d'une certaine manière, très discrète, etc. Après, je ne dis pas qu'il faut refaire comme ça. Maintenant, la question, si vous voulez, c'est que vous avez des courants, on va dire politiques, pour moi, ce sont des courants politiques. L'islam a toujours eu un rapport avec la politique, il ne faut pas s'en cacher. Il y a des courants politiques un peu extrémistes qui, ont fait un travail souterrain depuis les années 80, c'est ce qu'on appelle les salafo-wahhabites, et qui ont, si vous voulez, fait en sorte, en travaillant de manière souterraine, dit à nos concitoyens de confession musulmane, y compris les plus jeunes aujourd'hui, ne croyez pas aux lois de la République française. N'y croyez pas, ce sont des lois contre vous. Nous, notre travail, en tant moi, comme observateur, je suis obligé de reconnaître, j'accepte déjà l'histoire de mon pays. C'était l'histoire de France, elle est comme elle est. Il y a eu des rois, il y a eu des princes, et aujourd'hui, il y a une république. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, la vraie question qui est posée à nos concitoyens de confession musulmane, c'est de bien comprendre que cette loi de 1905, c'est pas une loi contre eux. Hein, ce n'est pas ça. C'est une loi de séparation juridique que les catholiques ont eu beaucoup de mal. La loi de 1905, elle a été acceptée par les catholiques après la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, c'est-à-dire en 1945. Donc il a fallu plus de 40 ans pour que l'Église catholique accepte les décisions du peuple, c'est-à-dire les décisions majoritaires qui ont été votées à l'Assemblée nationale, parce que cette Église catholique ne le voulait pas. Or, il faut bien voir que c'est le sens de l'histoire, que ça a été comme ça, et qu'aujourd'hui, les catholiques, comme d'autres, acceptent, des fois plus ou moins bien, ils sont en désaccord sur une série de choses, mais respectent, je dirais, la loi de 1905. Je pense que les musulmans ont tout intérêt à accepter et à comprendre déjà dans un premier temps, et vous avez raison, cher Abdelatif, vous avez raison, il faut absolument que l'État fasse un effort pour bien expliquer la loi de 1905, mais il faut aussi qu'au sein même de la communauté musulmane, par le biais des imams, par le biais des associations, par le biais des personnalités. Vous avez aujourd'hui, moi je ne cesse de lire des écrits, des livres écrits par des gens d'origine pas seulement maghrébine, mais je vois que, comment dire, beaucoup de choses sont dites sur la laïcité et acceptées par la laïcité. Alors il y a une petite minorité qui s'y oppose, ça c'est clair, hein, je vous l'ai dit, ce que j'appelle un peu rapidement les salafos wahhabites ont tendance à dire à nos concitoyens de confession musulmane, restez dans votre coin, ne vous occupez pas de ça, ne fréquentez pas et surtout n'adoptez pas ces lois-là, ça ne nous intéresse pas, etc., etc. Donc ils les recroquevillent sur eux-mêmes et je ne suis pas sûr que c'est une bonne manière de vivre sa foi. Après, chacun fait comme il veut. Et il y a une chose que je voudrais attirer l'attention à vos auditeurs, cher Abdelatif. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, M. Mohamed Abdelkarim Al-Issa, qui est l'ancien ministre de la Justice du gouvernement d'Arabie Saoudite, et qui est aujourd'hui, c'est pas rien, qui est aujourd'hui président du Conseil mondial des oulémas. Qu'est-ce qu'il vient de déclarer? Je le cite. Les musulmans de France doivent respecter les lois de la République. Et plus loin dans son discours, puisqu'il a accordé une interview il y a peu au journal du dimanche, voilà ce qu'il dit. Le terroriste qui a tué le professeur a porté préjudice à l'image de l'islam. Et il conclut ceci, il dit ceci, nous avons l'intime conviction que la valeur des prophètes est beaucoup plus importante pour pouvoir être atteinte par de simples desseins, aussi irrespectueux soient-ils. Et il termine en disant, pour ce qui est des pays à forte diversité, comme c'est le cas en France, seul le concept de laïcité peut les régir. Il n'y a pas d'autre choix car la laïcité est le garant de la neutralité des institutions de la République, tout comme elle garantit la liberté de culte pour toutes les religions. Fin de citation de ce monsieur qui n'est pas rien, hein, qui est le président de la Ligue islamique mondiale. Monsieur Richard Michel, je pense que j'ai raison de le rappeler, non? Non, mais j'entends, hein, j'ai déjà lu cette intervention de ce monsieur et j'ai assisté à quelques interventions à lui à Paris. Il a fait la rencontre avec monsieur Al-Bencher et le grand rabbin et d'autres, hein, donc lors de son passage. Moi, je veux vous parler franchement et concrètement, monsieur Richard Michel. Hein, donc, voilà. Vous avez évoqué plusieurs points. Et parmi ces points, je vais essayer d'énumérer quelques-uns. Dans un premier temps, vous avez parlé comme il y a une minorité wahhabiste voilà, qui ne veut pas accepter réellement les lois de la République et notamment cette loi de la loi de 1905 qui permet, en même temps, qui protège l'islam quelque part et qui protège les musulmans. Si on prend un petit peu, voilà. C'est là le souci et c'est là où il y a le travail, comme je vous disais au départ. Il y a un réel travail de la part de l'État et des institutions et des réseaux et de relais qui peuvent être intéressants par rapport à l'explication de cette loi. D'un deuxième point, ces gens-là, cette minorité, elle est wahhabiste. Et la quasi-totalité maintenant, ici en France, ce sont des gens qui vivent leur foi en dehors presque de la quasi-totalité des mosquées. Il y a des gens qui ne vont pas à la mosquée. Ils vivent leur foi chez eux. Et ils vivent leur foi en travaillant,
en respectant la loi de la République. Mais qu'on s'adresse le discours réel du président de la République et de quoi on parle réellement maintenant, parce que c'est là où il y a le souci, là où il y a le problème, là où il y a le mal, autrement dit. Cette minorité qui est wahhabiste, il ne faut pas oublier, ils étaient formés chez qui au départ? C'est qui les a soutenus pendant les années 20 ans en arrière, 30 ans en arrière? Tout le monde le sait. Ce monsieur, avec tout le respect que je le dois, parce que je le connais, je sais qui c'est, il passera pas dans son message vis-à-vis des musulmans ici. Pour l'unique raison. Un, c'était un ministre de la Justice. Et tout le monde a compris ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Il y avait des têtes qui étaient coupées avec son ordre. Chose qui n'existe pas dans la loi de la République. Qui n'existe pas en France. Ça fait plusieurs années qu'il n'existe plus. Deux, ce monsieur, c'est son pays au départ, comme les autres pays, les pétrodollars, qu'ils ont formé, qu'ils ont instrumentalisé l'islam et les musulmans qui se trouvent ici. Et ça continue même actuellement. Tout le monde le sait. Le souci qui se pose, les musulmans ici en France ont choisi de venir ici en France, de vivre en France. Il faut leur parler leur langage à eux dans un cadre français. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, il est mal placé pour donner des leçons à des Français ou bien d'origine français musulmans qui se trouvent sur le sol français. Cher Abdelatif, je suis d'accord avec vous. Moi, je le cite tout simplement. Je sais qui est ce monsieur. Une chose aussi qui est officielle, c'est que c'est le secrétaire général de la... Oui, il a condamné aussi les frères musulmans, d'après ce que j'ai entendu, parce que je suis un petit peu l'actualité. Et qui sont ces frères musulmans qui sont ici? Tout ça, c'est leur fruit. Moi, non, mais attendez, je suis bien d'accord. Le problème, si vous voulez, c'est la difficulté que les musulmans de France rencontrent, c'est que ils ont été quelque part, si vous voulez, depuis longtemps, en tout cas depuis leur installation en France, ils n'ont pas dépendu directement, je dirais, de l'État français, mais vous avez les pays voisins, les pays d'origine, oui, que ce soit oui. le Maroc, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie. La Turquie. Et ensuite, effectivement, vous avez raison, aujourd'hui le Qatar, par exemple, ou les Émirats, ou d'autres, comme l'Arabie Saoudite, qui sont intervenus dans la composition, je dirais, dans la nomination, y compris dans la formation des imams. C'est pour ça que le président, avec raison, et puis je pense que c'est dans l'intérêt de nos compatriotes de confession musulmane, ils ont intérêt à ce que les imams soient comment dire, acceptés par l'ensemble de la population, et puis formés ici en France, pas par des Français, mais formés par la communauté musulmane qui a assez d'atouts. Moi, je vois un peu. Alors, quelques-uns sont formés aujourd'hui au Maroc, je le vois. Hein, j'ai visité l'Institut là-bas. Donc, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent. La vraie question, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, c'est pas une question de retard, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sens de l'histoire. Vous avez depuis quelques années des courants, ce que j'appelle, pour aller vite, salafo-wahhabite. Alors, dans ces courants, il y a ce qu'on appelle le salafisme de quiétude, quiétiste, mais qui a aussi cette manière aussi de vouloir se séparer. C'est là où il y a volonté de se séparer des règles et des lois de la République, et que ce n'est pas, selon moi, une bonne chose pour nos concitoyens de confession musulmane, tout simplement pour une simple raison, c'est que leurs enfants vont à l'école, c'est qu'eux vivent en France, c'est que eux bénéficient des possibilités et des droits que leur accorde leur État comme n'importe quel concitoyen. Ils touchent le chômage comme d'autres, ils touchent les allocations familiales comme d'autres, et quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Et le moindre des devoirs, c'est de s'insérer dans la société française tout en croyant au Dieu que l'on veut. C'est ça la puissance de cette laïcité. C'est qu'on nous donne la possibilité de croire à qui l'on veut, en respectant bien sûr les autres. Ceux qui ont d'autres croyances, ceux qui ne le croient pas. C'est ça le fond de l'affaire. Allez, un peu, si vous le permettez, M. Richard Michel, peut-être ça peut vous intéresser. Et l'islam, en tant que religion, il y a les différentes civilisations. Et le souci qui se pose actuellement, c'est que
ce que nous vivons comme problème, comme problématique actuelle, ce n'est pas avec la religion en tant que telle. C'est avec les défaillances de ces civilisations, tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Vous savez comment ça se passe. Il y avait des dégâts aussi dans les civilisations musulmanes. Le souci qui se pose, c'est que simplement, maintenant, dans notre époque actuelle, c'est des musulmans qui sont de différentes origines. Comme vous l'avez bien dit au départ, il y a un problème consulaire qui existe toujours, mais en même temps, il y a une mainmise des pétrodollars sur cette communauté à travers bien sûr les mosquées et les financements de cultes d'une manière légale ou illégale, comme vous le savez dans le passé. Maintenant, heureusement, le président il a pris la décision de contrôler ce flux de financement de culte. Et cette, bien sûr, on était parmi les premiers qui ont demandé ce contrôle des associations de la loi 1905 et que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a cette prise de conscience. Sauf que pour régler le problème, à mon sens, et c'est une question que je vous pose, pourquoi pas de ne pas faire confiance aux musulmans eux-mêmes qui vivent sur le territoire français? Moi, je suis, attendez, moi c'est très clair, je voulais vous le dire, je m'étais dit, que je fasse, comment dire, passer ma pensée sur cette question. Je pense qu'on est arrivé à un stade où il est grand temps que nos concitoyens de confession musulmane prennent la parole pour dire très clairement et pour débattre entre eux, mais débattre avec nous. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours débattu avec des gens qui ont cette croyance, et d'autres. Je suis respectueux d'une loi de la loi 1905, et ça m'a permis de parler en Algérie, en Tunisie, au Maroc, avec d'autres, et dans d'autres pays, y compris dans un pays du Moyen-Orient, moi, de parler des questions de laïcité et de parler de la foi, ça ne me dérange pas. La question que nous avons, cher Abdellatif, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 85%, c'est le dernier sondage de l'IFOP qui est sorti début novembre, 85% des Français soutiennent 88%, soutiennent la loi de 1905. 88%. Et dans ces 88%, vous avez aussi des musulmans. Donc, le problème, c'est qu'après, il y a autre chose qui pose problème, si vous voulez, c'est notamment sur la loi de 2004, sur les signes extérieurs d'appartenance religieuse. Vous avez 56% de concitoyens donc de confession musulmane qui sont contre cette loi. Alors, ils ne sont pas contre, je dirais de manière majoritaire, ils ne sont pas contre la loi de 1905, et là, ils sont contre l'additif qui a été la loi de 2004. Cette loi-là, elle n'est pas faite non plus pour empêcher les enfants, je dis bien les enfants, de croire ou de ne pas croire. Cette loi, justement, elle est faite pour les protéger dans le cadre de l'école, etc. Et je le dis très franchement, quand des parents de confession musulmane interviennent au sein de l'école pour empêcher certains enseignements, notamment sur la biologie. Je parle même pas de la liberté des groupes, sur la liberté d'expression, etc. Je parle de choses qui ont trait à la science. On ne peut pas nier la science. Et quand des parents interviennent là-dessus, vous vous dites, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, là, effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, comme le président de la République, ont dit aux familles, quelles qu'elles soient musulmanes ou autres, quelles qu'elles soient, viendront nous dire, parce que vous avez aussi quelquefois des familles catholiques qui disent, oh là là, c'est court, où on parle, on mélange tout, etc. Ils rejettent la science. On ne peut pas rejeter la science. Ce n'est pas possible. Et l'école, justement, neutre, elle n'a pas, si vous voulez, et c'est ça qui permet avec la loi des 1905. On a une école qui est là neutre, je dirais, qui a une fonction simple, qui est de transmettre des savoirs, simplement, d'en parler, d'échanger avec les élèves. Et puis ensuite, après, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Ils le font déjà. Ils croient ou ne croient pas. Mais maintenant, l'école ne peut pas être, je dirais, un territoire où la religion va venir se mêler de tout et de rien. Ça, ce n'est pas possible. Bien entendu, donc, c'est ce qui va se passer. Bien entendu, M. Richard Michel,
Vous avez évoqué un point, à mon sens, très important. Vous avez dit une minorité. Et parmi ces minorités, il y a quelques-uns qui osent, sans parler de la liberté de la presse, comme vous l'avez bien dit, Oui, osent y aller parler sur l'histoire biologique, de la biologie et autres, hein. oui, D'accord. Alors, le souci qui se pose, pour qu'on fait de ça tout un dossier au sens propre du terme, mais il y a la loi, monsieur Richard Michel. bien sûr. Il y a la loi autre que la loi 1905. Bien sûr. Il y a un code pénal, un code civil, il y a tout Bien un sûr. arsenal juridique de taille. Alors pourquoi on ne l'applique pas? Dites-moi, on est bien d'accord. On est bien d'accord. De la même manière que bon, sur l'affaire tragique de ce professeur Hum, d'histoire géo, normalement, les choses, écoutez, moi, il m'est arrivé d'aller dans des écoles parler des religions et parler de la hum, laïcité. Je n'ai jamais eu de pression, etc., ni de la part d'élèves, y compris il y avait des élèves de confession musulmane, d'autres de confession catholique, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème majeur. Là, dans cette école, à un moment donné, je ne sais pas si c'est très rapidement expliquer aux parents. Alors, le problème de cette affaire, vous connaissez bien cette affaire, toute la France connaît cette affaire. Malheureusement, il y a eu effectivement un personnage assez trouble, qui depuis des années d'ailleurs sur ce territoire commet, je dirais, des actes assez délictueux, qui est d'ailleurs aujourd'hui arrêté, qui est parti, je dirais, d'un souci du père de cette jeune fille, et cette jeune fille malheureusement a menti parce qu'elle n'était pas en classe, et ça a donné tout ce que ça a donné. Ça a terminé par un drame parce qu'un illuminé a pris la décision d'aller décapiter un enseignant. Donc, si vous voulez, vous voyez bien le mal que ça fait, y compris, je dirais, aux familles musulmanes. Là, on ne peut pas aujourd'hui, en fonction, par exemple, si on considère ce sondage comme une indication, c'est une indication, on voit bien que si 37% des musulmans ne sont pas du tout d'accord de placer la loi, qui sont d'accord plutôt pour placer la loi islamique avant les lois de la République, il faut qu'on en discute calmement et sereinement. Il faut en discuter. Il faut avoir le courage, je dirais, de parler et de se dire il y a un problème quelque part. Vous savez, je le pense et vous savez fort bien qu'il y a un travail souterrain de certaines forces, effectivement, Salafo Wahhabi, Tariq Ramadan, hum. qui a illustré un peu, à un moment donné, la démarche intellectuelle, etc. C'est quand même lui qui a dévoilé cette stratégie souterraine quand il disait, je le cite, à défaut, dit-il, de la conquête des territoires, il y a de la place pour la conquête des âmes. C'est ça. Ça veut dire beaucoup Hum, de choses. hum. Ça, c'est ce que j'appelle l'œuvre séparatiste des frères musulmans, notamment. Hein. L'objectif, il est simple, c'est qu'on on veut confiner, pour reprendre un mot à la mode, on veut confiner les familles musulmanes chez elles. Point. Ne sortez plus, ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'extérieur, etc., etc., et vivez votre foi chez vous. Stop. Attendez, on peut vivre sa foi chez soi, tranquillement, et puis ensuite avoir un métier intéressant, avoir des amis différents, et puis vivre la vie. On ne vit pas enfermé chez soi. Donc, les valeurs de la République, elles sont cette volonté de partager. C'est ça qui est le plus important. Monsieur Richard Michel, si vous le permettez, dans la suite de Oui, ce que vous êtes en train de dire, sans polémique, sans rien du tout, oui, il y a deux choses qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Deux, appliquer la loi, donner la parole à ces musulmans qui essayent de faire des choses. bien sûr. Ils ont pas la parole. Mais attendez, ils n'ont pas la parole parce que certains, écoutez, on va parler très franchement, hein, la parole, moi je crois qu'ils peuvent la prendre. Certains la prennent d'ailleurs, certains la prennent. Mhm. Moi je fais des débats et d'autres ne le font pas parce qu'il y a des pressions. Il y a des pressions sur les familles musulmanes aujourd'hui. Et vous savez, il y a un chercheur renommé, il s'appelle Mohamed Cherkaoui, qui est Mhm. un spécialiste de l'islam, qui récemment a accordé au journal Le Point une interview où il disait que le problème, c'est que il y a une inflexion, dit-il, il parle de réislamisation, et il y a une inflexion vers la fronde idéologique.
vers le repli communautariste d'une partie de la population. Et il disait, lui il appelle ça, donc il ne parle pas de réveil de l'islam, il parle de conversion de l'islam, dans le sens où, pour lui, c'est une transition d'un islam populaire hérité où le sacré était présent, dit-il, était omniprésent, où dominaient les croyances et pratiques magiques à une époque, à un islam aujourd'hui plus orthodoxe, plus puritain, plus rigoriste et plus scripturaire. Hein, ça veut dire, il dit ça, c'est l'œuvre du salafisme. Il le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et c'est un chercheur de renommée mondiale, c'est un sociologue de renommée mondiale. Hein. Donc, et en plus, il dit, le problème, c'est qu'il dit notamment chez les jeunes, il y a des jeunes qui sont ignorants en partie de l'islam et qui prêtent au prophète des choses. Le prophète, comme il dit, n'a jamais tué ou ordonné de tuer quiconque. Hein. Même ceux qu'il avait traités à une époque de chiens errants, etc. Il n'a jamais ordonné ni la mort ni l'incarcération, et au contraire, il restait de marbre, comme on dit, devant des poèmes qui le critiquaient. Hein. Il a demandé d'ailleurs qu'on réponde par des poèmes, hein, parce que effectivement, et ce chercheur, M. Cherkaoui, dit décapiter un maître d'école ou tuer des personnes qui prient dans une maison de Dieu, comme ça s'est fait à Nice, ça c'est le sommet de la barbarie qu'aucun musulman, qu'aucun être humain ne peut accepter. Et je partage son avis. Bien je suis entendu. obligé de partager son avis. Bien entendu, mais il y a deux choses par rapport à cette situation, M. Charles Michel, qu'il faut faire attention à ça aussi, hein, parce que je suis musulman, je suis maghrébin et je sais de quoi je parle. Voilà, c'est important. On est en train d'échanger sur une religion et sur des gens apparence musulmans ou bien ce sont des musulmans, parce que ce n'est pas tout ce qui est apparence maghrébin et les musulmans. C'est très important aussi à le spécifier, parce qu'il y a d'autres communautés qui nous ressemblent, qui ne sont pas des musulmans. Il y a autre chose de taille, c'est qu'il y a un problème économique. Que la quasi-totalité de ces jeunes qui font des choses qui ne sont pas bien, hein, personne qui peut les accepter, puisqu'ils ont l'apparence de musulmans, où il dit Bismillah, où il dit Allahu Akbar, où il dit des mots qui sortent comme ça de sa bouche. Celui qui ne connaît pas l'islam, il dit celui-là, il est musulman. Mais il n'a rien à voir avec l'islam, ce monsieur. Ce monsieur, l'islam a ses règles, a ses valeurs, comme vous l'avez bien expliqué maintenant avec le prophète, et comment elle a répondu par rapport aux injures et aux insultes dans le temps. Donc l'islam, c'est autre chose. Sauf que nous vivons dans un pays laïque. Nous n'avons pas de clergé. Nous ne sommes pas dans un pays où la prière du Jumu'ah, du vendredi, est gérée par un ministère de culte, de Awqaf, on appelle ça Awqaf, des affaires musulmanes, comme le cas du Maroc ou d'ailleurs. Nous sommes dans un pays laïque et nous sommes en minorité. Et aussi, il y a un autre problème de taille, nous sommes de différents horizons. Il y a les chiites, il y a les Africains, il y a les Arabes, il y a les Asiatiques, il y a de tout. Alors le souci qui se pose pour trouver un consensus déjà entre eux, dans un premier temps. Je mets à part l'histoire de l'économie des jeunes délinquants et ainsi de suite. Je parle juste l'aspect religieux. En mettant ces gens sur un consensus, c'est impossible. C'est pourquoi c'est un petit peu, c'est très délicat pour l'État d'intervenir sur ce champ, mais non plus, il n'a pas le droit de rester les bras croisés, parce qu'il y a sa souveraineté, d'un côté, par rapport, bien entendu, à ces flux financiers, et la France devient comme un passoire. Deux, on est arrivé à un niveau qu'il y a des morts, et de plus en plus nombreux, si on fait un peu le calcul, depuis les attentats des RER à Paris jusqu'à maintenant, faites le calcul, il y a beaucoup de vies qui sont parties, et gratuitement. Donc le souci qui se pose, il faut trouver un mécanisme républicain, intelligent, qui permet l'intégration, une bonne fois pour toutes. Donnez la parole à ces musulmans qui sont sur la scène. Faites une communication positive par rapport à ces musulmans, pour que, tout simplement, eux-mêmes prennent en conscience comme quoi ils ont un devoir à remplir, à combattre cette hydre, comme il l'a appelé le président de la République, de l'intérieur.
Parce que si on ne fait pas confiance à ces musulmans, quelle que soit la force que la France ou quel que soit le pays va préconiser, ils n'arriveront jamais. Vous savez, quand une mère qui cache ce que son fils vole dans la rue, ce n'est pas, ce n'est pas l'enfant qui va devenir un enfant correct. Il faut toucher la maman. Vous l'expliquez à la maman comme quoi ce n'est pas bien. Mais écoutez, moi, vous savez, je vais vous dire, j'ai une expérience d'observateur de la vie publique parce que je suis journaliste de métier, mais je suis parent. Hein, je suis le père de 2 grands garçons maintenant, et qui ont été à l'école. Ils ont été à l'école de la République. Et dans cette école, ils avaient des amis. Et ils avaient y compris des amis qui sont demeurés leurs amis, qui sont effectivement pour certains de confession musulmane. Donc, vous savez, j'ai parlé, moi, avec les familles, j'ai parlé avec ces jeunes, je leur parle encore aujourd'hui. Donc, sur cette question-là, je pense, je partage complètement votre avis, mais ce que je veux dire à vos auditeurs, ceux qui vous écoutent, c'est qu'attention, ne laissez pas les autres parler pour vous. Parlez vous-même, vous avez une expérience et ne restez pas surtout, je dirais, soyez prudents et vigilants quand on vous dit de rester chez vous et de vivre votre foi dans votre coin. C'est pas possible ça. On ne vit pas sa foi en étant bloqué chez soi, en ne rencontrant pas les autres personnes. Donc il faut parler, il faut échanger. On est bien d'accord sur ce plan. Moi, j'ai toujours pensé cela et je continue à le penser. Maintenant, cher Abdelatif, la loi, elle est faite, le projet qui arrive là, est fait parce qu'il y a des problèmes concrets qu'il nous faut résoudre et il faut en parler. Et vous allez voir que dans pour renforcer cette loi 1905, vous allez avoir, je dirais, toute une série d'éléments qui vont permettre que les gens qui font l'apologie du terrorisme, par exemple, en justifiant, par exemple, sur les réseaux sociaux, tel ou tel acte, seront punis. Vous verrez que dans les services sociaux, on va appliquer une stricte neutralité religieuse pour les fonctionnaires, pour les agents privés qui sont chargés d'une mission de service public. Vous allez voir aussi qu'il va y avoir un nouveau délit, d'ailleurs, qui est en débat actuellement, sur le problème de mettre en cause sur les réseaux sociaux un agent de la sécurité publique ou un douanier ou un pompier ou je ne sais quoi, et que la sanction sera sévère. Toutes ces choses-là, il va falloir en discuter. Les associations vont être davantage contrôlées. Hein, donc les lieux de culte, vous l'avez vu, là il y a eu 2 lieux de culte qui ont été fermés et c'est vraiment, je dirais, dommage pour les gens qui fréquentaient ce culte, mais quand vous avez un des responsables de ce culte qui justifie ce qui s'est passé dans ce lycée, à un moment donné, il ne faut pas être étonné si le lieu de culte est fermé. Sur ce cas-là, monsieur Richard Michel, j'aimerais bien vous dire une idée là-dessus, là, parce qu'on a identifié celui qui dit et qui fait. Oui. Alors, oui. pourquoi on pénalise la communauté entière? Attendez, justement, c'est un débat qui intéresse maintenant les musulmans de Drancy. C'est aux musulmans de Drancy de débattre de cette question. Hein, il ne s'agit pas de les punir eux, sauf que celui qui est responsable, quand vous êtes patron d'une entreprise, et que vous avez commis des fautes graves, etc., le fisc ou la justice vous tombe sur le dos, et c'est vous, et c'est pas les salariés. Hein, mais l'entreprise, elle risque d'être fermée. Elle risque d'être d'une manière. L'État dit aux responsables des associations, dit aux responsables des mosquées, attention, maintenant c'est vous qui êtes responsable, donc on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Et là, excusez-moi, mais la personne en question a fait n'importe quoi. Alors, je pense qu'à un moment donné, le préfet reviendra sur cette décision parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison, je dirais, d'empêcher les musulmans de Drancy d'aller à leur mosquée, et c'est normal. Mais c'est une sorte de rappel à l'ordre qu'il faut comprendre. Vous savez, avec les erreurs qu'on apprend, hein, donc il faut dire les choses quelles qu'elles sont. Hein, il n'y a personne qui est parfait sur Terre. Alors même les meilleurs politiques, ils commettent des erreurs énormes. Nous avons un cas pratique, vous venez de la citer. Oui. Ce monsieur a dit des propos, a fait des choses qui n'est pas bien, qui doit être châtié par les lois de la République, qu'on soit clair. Alors ce monsieur, pourquoi on ne le châtiait pas? Et en même temps,
Et en même temps, on fait appel à ces fidèles, à ce conseil d'administration de cette association, et de leur mettre l'accent sur ce qui s'est passé, et de le faire comprendre comme quoi il y a un réel souci à l'intérieur de chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça... Mais moi, attendez, je suis partisan. Je suis pour la transparence. Bon, je suis partisan, effectivement, que dans un cas comme ça, les autorités préfectorales et puis les autorités religieuses se mettent autour de la table, Voilà. discutent et que des choses soient établies et que les règles soient mises en place. Ça, c'est évident. Maintenant, vous imaginez bien, avec le drame qui s'est passé, comprenez un tout petit peu que l'État ne peut pas rester les mains dans les poches. On peut pas à la fois demander à l'État de faire quelque chose et puis ensuite de lui dire de ne rien faire. Là, ça pose problème, je vous l'accorde. Ça mérite en tout cas une vraie réflexion et un vrai débat. Maintenant, il fallait qu'une sanction tombe d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas, cette personne qui était un des représentants et je dirais, qui était une des autorités de cette mosquée, a pris des responsabilités. C'est à lui aussi de s'expliquer avec la communauté avec les déjà. personnes qui fréquentent cette mosquée. Exactement. Qui sont ses administrés quelque part. Donc si vous voulez, moi je vous dis la chose suivante, c'est que il faut que l'on débatte normalement de toutes ces questions. Et puis que les gens, au démarrage, la première chose importante à bien comprendre, c'est que la laïcité, ce n'est pas l'ennemi des religions. Non. Et que ceux qui racontent, parce qu'il y en a, ils existent, je ne vais pas vous citer, y compris dans votre région, je pourrais vous citer, j'ai lu récemment le livre d'un chercheur de votre région qui s'appelle Aouès Séniger, qui s'appelle l'islamisme décrypté, où il raconte bien les choses et il raconte quels sont les gens qui en sous-main font un travail de sape, je dirais, des valeurs de la République et qui s'en servent pour des raisons politiques, y compris contre d'autres musulmans. Donc là-dessus, il faut que, je dirais, les membres des familles, les pères, les mères en tout cas, ou les plus âgés des familles, expliquent aux plus jeunes qui n'ont pas toutes les cartes en main, on va dire les choses telles qu'elles sont, ils n'ont pas toutes les cartes en main, on sont capables d'être manipulés par certaines personnes, et on le voit, y compris les plus jeunes. Bon, moi ça m'arrive d'aller dans des écoles où j'explique cela, et ensuite, maintenant, après, c'est par l'expérience, par le vécu. Alors vous dites, et vous avez raison, je pense que la question sociale, le problème de l'intégration des plus jeunes est une question fondamentale. On ne peut pas, aujourd'hui il y a des processus sociaux, culturels et aussi géopolitiques qui font qu'une partie des plus jeunes ne comprennent plus qui ils sont. Voilà. Alors on leur dit mais vous êtes français et ils vous disent non. La France ne me reconnaît pas. La France ne me reconnaît pas. Depuis toujours. C'est ça. Mais il y a ça, ils disent, moi, jamais mis les pieds ni au Maroc, ni en Algérie, ni ailleurs. Vous voyez, cette situation, je suis désolé de parler comme ça, bâtarde, qui pose un réel problème par rapport à une tranche assez importante de nos jeunes, c'est qu'ils se trouvent coincés entre deux murs, donc la patrie qu'ils ont, la France, et en même temps leur pays d'origine par l'intermédiaire de leurs parents. Vous voyez le problème, oui. Et ces gens-là, ils sont des Français immigrés parce que son père il est immigré. Mais Abdelatif, je voudrais faire passer le message suivant à vos auditeurs. Je vous prie. Moi, quand je voyage pour des raisons professionnelles ou simplement parce que j'ai le désir de découvrir des zones, des pays, des villes que je ne connais pas, qu'est-ce que je vais faire? J'y vais pour m'enrichir. Si aujourd'hui je lis beaucoup de littérature arabo-musulmane, y compris des poètes du 8e, du 10e, du 11e siècle, mais c'est pour m'enrichir. Et quand aujourd'hui, vous ne pensez pas que il faut que les familles comprennent que aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'ils vivent dans ce pays, qui est un pays des droits de l'homme, qui est un pays où on est libre, avec des règles bien sûr, puisqu'on a des devoirs, encore une fois, on a des droits, mais on a des devoirs, et bien il faut s'enrichir de ce pays. Et qu'on peut être originaire du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, pour ne prendre que ces trois pays, et puis s'enrichir de tout.
moi, qu'est-ce que vous pensez quand je vais dans tel endroit? Moi, quand je vais au Maroc, je ne vais pas automatiquement à Marrakech ou à Agadir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère rester quelque temps à Taroudan ou aller dans le nord du Maroc, dans des petits villages, et où je partage avec les gens des coutumes, etc. Et ça m'intéresse. Et je peux leur parler. Certes, beaucoup d'ailleurs de mes amis savent que je défends la laïcité parce que je dirais, c'est un moment charnière qui permet à chacun d'avoir sa liberté, encore une fois, une liberté de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est important. Alors après, comme vous le dites très bien, il faut qu'en France, par exemple, moi je préconise, j'ai toujours dit, je préconisais que pour l'ensemble des élèves, pas que pour les élèves de confession musulmane, mais qu'on fasse découvrir par exemple les grands poètes arabo-musulmans. Il y a des grands poètes ou des grands écrivains. Il y a eu des grands écrivains, il y a eu des grands savants. Il faut que, y compris pour les jeunes Français de souche, comme on dit, il faut qu'ils découvrent cette richesse-là. Et parce que il ne faut pas que les enfants de confession musulmane soient, comment dire, pris dans l'étau d'une approche civilisationnelle, avant tout occidentale. Il faut avoir aussi cette capacité à regarder la richesse des autres, et y compris dans le monde arabe. C'est ça qui est important. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi modifier un peu les programmes, et ça fait partie du débat qu'on doit avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Simplement sur la religion, sur la culture arabo-musulmane. Bien sûr, dans le passé, il y avait ce courant des orientalistes, comme on dit. Exactement. Il n'y est plus maintenant, il n'y est plus. Et pourquoi? Voilà, il y a des questions qui sont sensibles aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, mais si vous voulez, par exemple, sur le passé, par exemple, il ne faut pas craindre, moi je le dis souvent, il ne faut pas craindre de parler du passé colonial de la France, y compris à ces jeunes, et aux jeunes, pas seulement aux jeunes de confession musulmane, mais aux autres, ceux qui sont de confession catholique ou pas, c'est de leur expliquer. Il y a eu une époque coloniale, il y a eu un empire, et pas que nous, l'Angleterre a été un empire, etc. La Russie, à sa manière, je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles russes aujourd'hui, mais il va bien falloir qu'un jour, dans les écoles russes, on parle de l'époque soviétique, où le régime soviétique trônait sur plein de pays qui aujourd'hui sont complètement indépendants, y compris certains sont dans l'Union européenne. Donc, si vous voulez, là aussi, il y a plein de choses à faire. Et quand je dis débattre, moi, je ne veux pas qu'on débatte simplement de la religion musulmane. Je souhaite qu'on parle effectivement de la religion musulmane, que les musulmans, et que nous, on la découvre, mais aussi que les musulmans aussi, qu'on la redécouvre avec avec les interprétations à faire, avec les contextualisations à faire, etc. Et puis ensuite, qu'on parle aussi de la culture arabo-musulmane. Ça, c'est important. Et quand je dis ça, je peux dire la même chose pour les Africains, pour l'Afrique noire. Vous avez aujourd'hui, vous avez eu des grands historiens, vous avez eu des grands penseurs en Afrique noire. Et encore aujourd'hui, il y a des grands écrivains. Donc, bon, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai envie de dire que tous ces mouvements, par exemple, pour ne parler que de l'islam, tous ces mouvements salafo-islamistes, comment dire, fonctionnent sur des mythes. Exact. Et qu'il faut se défaire des mythes. Que ce qui est important, c'est de regarder ce qui va se passer devant. Et pas simplement, bien sûr qu'il faut regarder le passé. Bien sûr qu'il faut tirer des enseignements du passé, comme un historien le fait. Mais après, il faut regarder aussi le présent et le devenir. Et là, le devenir, c'est d'avoir cette capacité, cette aptitude à s'enrichir mutuellement. Moi, c'est ça qui est important. La force, c'est pour ça que, évidemment, moi, je suis contre les discours extrémistes de certains qui stigmatisent les musulmans. Il faut les combattre, ces gens-là. Il faut les combattre parce que pour eux, ils identifient le mal comme venant strictement des musulmans. C'est des clichés, c'est des clichés. Qui n'est pas composé des problèmes. Point. Maintenant, la question, c'est qu'il faut, il faut que la France, qui a toute cette richesse-là, les 5 millions de gens venus de l'immigration, alors ça n'empêche pas de se poser des questions aujourd'hui sur la politique migratoire de la France. Est-ce qu'il ne faut pas mieux réguler? Ça, c'est clair.
réguler pour ensuite mieux intégrer, ou mieux, je ne sais pas, assimiler, c'est pas le mot que j'aime bien, intégrer. Ça, c'est des choses qui sont importantes à faire. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où, effectivement, il est temps d'ouvrir le projet de loi en soi ne suffira pas, mais si ce projet de loi permet à chacun, et notamment aux musulmans, parce qu'au démarrage, on a dit loi de séparation. C'est un mot que j'aime pas trop. Moi, c'est l'intégration. C'est un projet de loi d'intégration. Ouais. Voilà comment je le vois, ce projet de loi. Donc, qui rappelle des règles. C'est évident, qui rappelle des règles. C'est ça qui est important. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, on va s'enrichir mutuellement. Et ce pays, aujourd'hui, dans le cadre des évolutions géopolitiques, fera en sorte qu'on va devenir un pays qui va se faire entendre dans le monde. On a toutes les capacités à se faire entendre. Voilà. Y compris d'améliorer nos liaisons et nos coopérations avec les pays arabo-musulmans. Moi, c'est ça qui m'importe. Vous avez évoqué beaucoup de choses, monsieur Richard Michel, et le temps presse, mais je ne vous cache pas la vérité, la discussion avec vous est franche et enrichissante, hein, il faut l'avouer. Il me reste 2 questions sous forme d'interprétation, si vous le permettez. Donc, déjà, par rapport à un pays que vous connaissez. Donc, c'est le Maroc. Le Maroc, quand vous rentrez au Maroc, je parle du Maroc, je suis d'origine du Maroc. Au Maroc, il y a un roi qui est commandeur des croyants. Et il y a différentes communautés au Maroc, plus que la France. Si on veut réellement regarder à l'intérieur de ce qui se passe au Maroc, il y a plusieurs communautés. Et ces communautés vivent ensemble et se côtoient ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, tout le monde, hein, et sans aucun problème. Sans aucun problème. Pourquoi? Parce que politiquement parlant, le cadre est installé et instauré depuis un certain temps. Oui, mais est-ce que vous pouvez me permettre juste une remarque, cher Abdelatif? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi des débats quand même au Maroc sur le statut de la femme, pour ne prendre que cet exemple-là. Oui. Pour ne prendre. Il y a des débats contradictoires. Et c'est l'Assemblée plus le Sénat qui, à un moment donné, sont confrontés à ce débat. Et c'est pas simple. Le roi, des fois, intervient. Sa Majesté intervient parfois, etc. Mais c'est de la même manière qu'en France. Il faut qu'en France, quand il faut recadrer le débat, vous le voyez sur l'article 24 de ce projet de loi, il y a des manifestations, il y a des désaccords. Donc on va voir, je ne sais pas, ce soir, je sais qu'il va y avoir un grand débat encore à l'Assemblée nationale. Espérons, le problème, si vous voulez, c'est que tout ça est exact, mais en France, je pense qu'on est arrivé pour parler avec beaucoup de franchise et beaucoup de sérénité et de clairvoyance. Il faut être lucide dans la vie. Je pense que c'est le moment où la communauté, nos compatriotes de confession musulmane sont appelés à s'exprimer davantage. Voilà. Bah, écoutez, qu'ils trouvent la forme qu'ils veulent. Que ça passe par leurs représentants, que ça passe par des associations, que ça passe par eux, que ça passe par des écrits, que ça passe par des émissions comme la vôtre, c'est le moment ou jamais. Bah écoutez, il y a une proposition pour terminer dans cette élan positive. Hein. Donc, la France est un instrument de taille qui s'appelle la communication de l'État. Oui. Voilà, laissons le privé, il fait ce qu'il veut pour son intérêt, qu'on soit clair. Maintenant, l'État, avec les organes de l'État en termes de communication, pourquoi pas de créer des créneaux, donner la consigne à faire appel davantage, je dirais. Certes, il y a quelques émissions qui sont par-ci, par-là, où il y a des franco d'origine maghrébin qui animent des émissions, hein, donc France Culture et autres, hein, mais aussi d'ouvrir un petit peu le champ d'une manière, puisque on est pressé avec la situation actuelle, d'ouvrir un petit peu plus, d'une manière plus large, le débat avec cette tranche de la population, ça ne fera que quelque chose de bien pour tout le monde. Je suis complètement favorable à ça. J'ai dit il n'y a pas plus tard qu'avant-hier à un producteur de télévision, je lui ai dit, je lui rappelais que j'allais parler avec vous et je lui ai dit, ça serait bien que tu commences à prévoir ou à monter un document, ce qu'on appelle un documentaire, c'est beaucoup de travail, mais sur justement l'expression de familles simples, familles ordinaires, qui ont un point de vue. Toutes les familles ont
Exactement. Toutes les familles ont des capacités et ont une intelligence et une croyance. Comme certains, comme je l'ai dit en démarrant avec le poème de ce poète que j'adore, que Exactement, j'aime oui. bien, Mhm. on a des moments de clarté et des moments où il y a des ombres. Et ça, c'est pas grave. Tout le monde a Bien des sûr. clartés et des ombres. Mais voilà, je lui ai dit de faire ça. De la même manière, je sais que, par exemple, dans le département du 93, en Seine-Saint-Denis, le conseil départemental a ouvert les collèges pour des débats sur les questions à la fois de la loi de 1905, mais Mhm. aussi sur qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, les échanges, y compris sous l'angle culturel, etc. Et que ce sont des bonnes choses. Et que l'école, effectivement, est un passage obligé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, encore une fois, si vous voulez, il ne s'agit pas de faire de grands discours, mais avoir ce désir d'échanger avec les gens. Moi, quand vous m'avez appelé et on s'est dit, bon, on peut échanger pendant 1 heure entre nous, moi, je dis tout de suite d'accord, parce que je sais qu'avec vous, on peut échanger. Vous avez des points de vue, moi j'ai un point de vue, puis vous avez des auditeurs. Et l'idée, encore une fois, est de faire passer, pas des messages, et de faire passer des idées. C'est Des ça, idées qui c'est ça, permettent à c'est chacun de ça, réfléchir. c'est ça, Parce c'est que ça. chacun est capable de réfléchir. Voilà. C'est Ça, vrai, c'est c'est vrai, c'est la base de tout. Hein. c'est vrai. Faut Et le accorder à respect chacun ce mutuel, c'est droit-là, vrai, au moins. c'est Et puis vrai. cette liberté-là. Cette Voilà. liberté. Eh ben, la laïcité, c'est une liberté aussi pour les musulmans. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Il ne faut pas Exactement. l'oublier. Il faut pas l'oublier. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec notre très cher Richard Michel et merci infiniment de cet éclairage très très transversal et cette largesse de cœur. Hein. J'aimerais bien le préciser hein, parce que vous faites parmi les rares personnes qui essayent comme un devoir humain, un devoir d'un Français qui essaye aussi d'aider son pays et en même temps de montrer comme quoi la France est un pays hospitalier. Monsieur Richard Michel, vous faites de la formation journalistique, si je ne Oui. me trompe pas. Pourriez-vous nous parler un petit peu par rapport à cette formation et comment ça se déroule? Ben écoutez, aujourd'hui, je forme quelques journalistes. J'ai une classe d'une trentaine de journalistes, de jeunes gens qui ont une vingtaine, entre 20 et 22 ans, qui dépendent de l'école qui s'appelle IICP, qui est dans le 13e arrondissement. Et là, en ce moment, on fait justement un travail, imaginez-vous, je leur ai dit, voilà, bientôt l'actualité, le 9 décembre, le gouvernement va déposer à Ouais. l'Assemblée nationale un projet de loi sur le renforcement de la laïcité. Dans ces 30 jeunes, vous savez, il y a 7 ou 8 qui sont certainement de confession ou de culture arabo-musulmane. Ok, D'accord. ils sont des Français, hein, Ah oui. mais leurs familles sont arabo-musulmanes et pas automatiquement du Maghreb, mais d'ailleurs, Mhm. peut-être du Liban, aussi de Bosnie, etc. Et sont des jeunes gens extraordinaires qui ont un appétit de savoir, qui ont une curiosité étonnante. Et là, je leur dis, voilà, quand on fait une enquête journalistique, comment on s'y prend? Alors, ils ont compris qu'ils allaient devoir trouver des familles, y Mhm. compris de confession musulmane. Ils vont devoir aller dans les collèges, Mhm. etc., pour faire une enquête qu'ils vont me remettre à la fin du mois de janvier, mais avec des références. Je leur ai fait lire des livres de différents auteurs. Je leur ai donné des mails et des portables comment dire, de chercheurs, de renom, y compris à l'étranger. Et puis, je ne sais pas, on verra. Après, de toute façon, ils vont me remettre leur enquête. Et puis, je dois les noter en plus. Alors, je suis bienveillant, mais je leur ai dit que je serais exigeant. Voilà. Ben, écoutez, bon courage et excellente initiative. Monsieur Richard Michel, journaliste, ancien PDG de LCP, la chaîne parlementaire française, enfin, observateur de différentes crises, hein, soit sur le plan politique ou économique ou géopolitique, soit à l'échelle nationale ou internationale, et notamment au Moyen-Orient. Je vous dis à très bientôt. Très bien. Merci. Et bonne. Au revoir. Au revoir, monsieur Richard Michel.